Le MAG sur C2L. 9h20 pour être précis en ce samedi 24 février. Prudence, même si le soleil est assez présent, mesurez qu'on est dans une période où il fait très froid, il fera encore plus froid la semaine prochaine, donc le soleil c'est une bonne chose, mais le froid demeure sur notre région. Alors on va partir, je le disais, à la découverte d'une pratique de nos ancêtres et plus fréquemment utilisée dans les zones naturelles et montagneuses, l'éco-pâturage. Cette technique a été mise de côté, si on peut dire, au profit de l'entretien mécanique et chimique, mais l'éco-pâturage fait un retour en force bénéficiant de la prise de conscience générale et oui, de réduction de ses impacts environnementaux et de conservation de la biodiversité. On va venir bien sûr sur le décryptage de cet éco-pâturage, mais je disais, beaucoup de villes ont pris le pas maintenant de faire cette technique, qui est une technique, d'ailleurs, on va voir avec notre invité, c'était assez étonnant. Eh bien, la commune de Dordives, située pas très loin d'ici, a pris le pas de s'engager dans cette thématique qui est le développement durable à travers son éco-pâturage. Pour en parler, justement, nous avons à nos côtés Christian Monin, conseiller délégué au développement durable, Agenda 21, la ville de Dordives. Christian Monin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors peut-être deux, trois petits mots d'une façon très générale. On se faisait la réflexion quand vous êtes venu dans les studios. Ce qui est assez étonnant, c'est que les gens découvrent parfois quelque chose qui a existé pendant très longtemps, qui a été une pratique, qui était la seule pratique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose de naturel, avant de banal qu'on a perdu et qu'on retrouve aujourd'hui et qui permet de renouer à certains petits bonheurs qu'on avait perdus, en fait. Tout à fait. Alors ça tombe bien, puisque là on approche le 21e siècle et que visiblement on a décidé de prendre en main dans certains endroits de notre pays, voire de la planète, cette question du développement durable à travers des pratiques qui sont des pratiques vertueuses pour la qualité de l'air et pour faire en sorte que notre planète continue à durer dans le système. Ce qui est assez étonnant, c'est que parfois, on va le voir, il y a des opérations qui sont de bonnes intentions au départ et puis ensuite qui, sont parfois malheureuses. On va le voir, c'est pas trop le cas pour l'instant de Dordives, qui vient juste de débuter, je crois, en janvier, cet éco-pâturage. Oui, tout à fait. Ça fait à peu près un mois, en fait, qu'on a commencé. Donc là, on a commencé par un petit terrain, en fait. C'était une phase d'expérimentation. Un petit terrain enclavé au milieu des habitations, en fait. Et donc, on a accueilli un petit troupeau, 17 moutons d'ouessants. Voilà, alors on va rappeler que cette technique, donc je disais, qui avait été mise de côté pendant quelques décennies. Le but principal de l'éco-pâturage n'est pas la rentabilité économique, mais je le disais, le maintien ou la restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion. Alors là, on introduit des espèces rustiques issues parfois de races locales, anciennes ou non autochtones, qui sont utilisées. L'idée, c'est que très vulgairement ou très synthétiquement ou schématiquement, on dit on met dans certains espaces d'une commune ou de certains endroits des tondeuses. Oui, c'est ça, des tondeuses écologiques, comme certains habitants les appellent. Oui, tout à fait. Ils font le travail effectivement des agents des espaces verts, sauf que là, c'est sans nuisance sonore et sans impact environnementaux. On parlait de gaz à effet de serre et de qualité de l'air. Alors vous inquiétez pas si vous voyez parfois des espaces un peu clôturés avec quelques éléments à quatre pattes, à savoir en l'occurrence là des moutons. Ils viennent des moutons d'Ouessant, qui va passer la marque, c'est la race plutôt. Oui. Il faut savoir que l'éco-pâturage, on utilise aussi d'autres animaux qui sont pas seulement bien sûr des moutons, mais on utilise pour une grande part des mammifères ou celles et ceux qui ne mangent pas de viande mais de l'herbe. Oui, tout à fait. Mais sur Dordives, c'est une pratique qui est assez ancienne, notamment dans la gestion de l'espace naturel de Cercanceau, où là effectivement nous accueillons des vaches. Voilà, comme quoi si vous voyez parfois des vaches ou parfois je sais pas, des chevaux, c'est ce qui se passe. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelle a été la réflexion. Alors, d'abord, on va repréciser que ça se situe pas dans un délire ou dans une idée ou une phobie d'un élu ou parfois d'autres, mais que ça correspond aussi à un cadre plus général qui est initié dans le cadre de l'agenda 21 de la ville. Non, c'est pas la ville qui a impulsé ça au départ. C'est une idée de citoyens qui ont proposé, pourquoi pas, de rentrer dans cette pratique. Donc on a étudié, on a regardé si c'était faisable et effectivement ça l'est. Donc on s'est engagé dedans. Alors on va rentrer plus concrètement dans le processus avec vous. Alors on pourrait considérer que l'acte de naissance de l'éco-pâturage en ce qui concerne Dordives, c'est le 29 janvier dernier. L'éco-pâturage urbain, oui. Urbain, voilà. On a bien compris que le but, c'est un but qui se raccroche bien sûr à cette idée de préservation de la planète et de prendre des dispositions pour faire en sorte que cette couche d'ozone ne s'emplisse pas plus que ça, ou elle grandisse pas plus que ça, et faire en sorte que la qualité de l'air et la qualité de vie tout court des uns et des autres puissent être
mis en perspective. Oui, c'est vrai que ça rejoint deux thématiques, hein. Effectivement les problèmes environnementaux. Donc, effectivement, quand on utilise moins de thermique, c'est moins de gaz à effet de serre, c'est moins de particules fines, comme on peut voir aujourd'hui avec un épisode de pollution de l'air. Mais également aussi une amélioration du cadre de vie des habitants, où c'est vrai qu'on se retrouve finalement avec des moutons au bout de son jardin. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, oui. C'est assez agréable, assez formidable. Les riverains en sont très contents. On a beaucoup de retours positifs par rapport à ça. C'est des endroits où les gens finalement se retrouvent pour discuter autour des moutons. Voilà, les enfants peuvent venir regarder. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose de très 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 intéressant. Alors, une fois de plus, comme ça se raccroche à un agenda 21 qui est un dispositif, c'est-à-dire que tout est pris en compte. C'est-à-dire que par exemple, on n'utilise pas bien sûr de désherbants. On essaye de faire en sorte qu'on limite la quantité d'eau pour les parterres de fleurs, etc. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'une problématique, c'est pas seulement on met des moutons et puis on pourrait continuer à faire autre chose qui vont à l'encontre de ce qu'on fait. C'est dans une démarche globale en fait de renaturation de la ville complètement. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont en cours, mais déjà créer les conditions favorables au développement de la biodiversité. Donc c'est passé par une signature de charte Objectif Zéro Phyto dans nos villes et nos villages. Donc là où la collectivité s'engage, mais également accompagne les citoyens à ne plus utiliser de pesticides. Une démarche par rapport à la biodiversité nocturne. Donc on a signé aussi une charte donc de bonnes pratiques au niveau de l'éclairage public pour réinviter les chauves-souris, les insectes, tous ces animaux qui ont besoin d'une qualité de nuit. Et également donc des démarches de fabrication d'ateliers, de création d'habitats. Donc ça peut être les chauves-souris, ça peut être les insectes, ça peut être là on va faire des habitats à hérissons. On fait pas mal de petites choses, voilà, qui cumulées une à une permettent le retour de la nature en ville. Alors je disais tout à l'heure en préambule de la présentation, d'une façon très générique de ce qu'est l'écopâturage, en règle générale on introduit ou on réintroduit des espèces rustiques issues parfois de races locales, anciennes ou non, ou autochtones qui sont utilisées. L'idée c'est qu'on ne met pas aussi n'importe quel type de race dans ces endroits-là. Oui. On étudie quand même un peu avant. Voilà. Là, le mouton d'Ouessant, celui qui a été choisi, c'est un tout petit mouton. Il fait 10 à 15 kilos. C'est vrai que quand je les ai vus arriver, c'est beaucoup plus petit qu'un mouton dont on a l'habitude de voir, en fait. Parce que on les voit pas seulement qu'à travers le michoui, hein, rassurez-vous. Oui, voilà. Apparemment, c'est pas une race. Le berger m'a dit, il n'y a rien à manger dessus, effectivement. Voilà, d'accord. Il n'y a rien à manger dessus. Donc, sauf que lui, il va manger l'herbe. Oui, voilà. C'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Donc, c'est vrai que c'est un mouton qui est très rustique également. Donc il peut supporter toutes les intempéries. Là on a eu de la neige, donc c'est vrai que j'étais relativement inquiet, donc j'ai été les voir pour voir comment ça leur posait aucun souci. Vraiment très très costaud, une race ancienne, très rustique, qui n'a pas subi de croisement. Bien sûr. Donc vraiment une race qui est parfaite pour l'écopâturage. Qui correspond aussi à ce qu'était l'écopâturage, puisque c'était une pratique utilisée, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de tondeuse, il n'y avait pas de tout ça, Voilà. il n'y avait pas de produits chimiques ou autres. Voilà. Ouessant, pourquoi? Est-ce que ça a un lien particulier avec une partie du territoire national ou pas du tout? C'est la Bretagne, c'est le Finistère, tout à fait. Donc c'est une race qui était même en voie de disparition. Oui, parce que j'ai vu effectivement que un des aspects aussi qui était intéressant, c'est qu'on réintroduit des espèces qui étaient entre guillemets disparues ou qui périclitaient un peu. Et il y a aussi cet avantage. Enfin, cet avantage, oui. C'est un avantage. Ouais. C'est vrai que du coup, ça permet de sauvegarder certaines races, comme le mouton d'Ouessant, qui lui était effectivement, il n'y avait rien à manger. Et voilà, il n'intéressait plus personne. Et là, du coup, là, c'est un grand boom du mouton d'Ouessant. Là, je sais que la société avec laquelle on travaille, ils ont maintenant 3000. Et je discutais avec une collègue, un agent de la mairie, qui finalement, quand elle a vu l'éco-pâturage, elle a des moutons d'Ouessant aussi chez elle. Donc voilà, ça se développe un peu partout dans les collectivités et même chez les habitants. Alors j'ai bien compris, Christian Monin, même si ça correspond à un cadre général qui est un agenda 21, au départ, celles et ceux qui ont été source de propositions, de doléances, ça a été les habitants. Oui, tout à fait. Comment on s'organise? On prend son téléphone et on regarde, on tape mouton, d'Ouessant, non je plaisante, mais comment on organise en amont un peu les choses? Parce qu'entre le temps où les gens veulent ce type de dispositif sur le territoire de la commune, au premier mouton qui court. La première démarche que je l'avais faite, c'était par rapport au parc animalier, parc de l'Emprunt, à Soupe. Donc j'avais été les voir pour leur proposer la démarche. Ils étaient très intéressés, notamment ils ont besoin en fait de temps de respiration pour leur parcelle. Donc ils étaient prêts à nous donner... D'autant que, je ne sais pas où ils en sont encore aujourd'hui, mais je sais que Dordive, qui est situé bien sûr juste après Soupe, avait subi des terribles inondations, que le parc lui-même
Oui, et a subi d'énormes dégâts, donc c'est le problème. Donc, dans un premier temps, je m'étais rapproché d'eux et on avait conclu d'un accord. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec les inondations, ça n'a pas pu se faire. Donc, du coup, je suis reparti à la recherche d'autres prestataires. Et là, c'est tout simplement au salon du maire, qui est un petit peu notre supermarché à nous, Non, mais il a raison. où j'ai Prendre les bonnes rencontré idées, hein. pas mal Prendre les de choses. prestataires. Et donc, du coup, là, j'ai rencontré la société Écomouton, qui travaille déjà dans le Loiret, notamment. C'est une structure nationale ou plutôt régionale ou locale, Alors, enfin départementale. ils ont 150 sites sur toute la France. D'accord, donc ils ont un maillage Oui, national. assez important en Territorial. fait. Donc le siège est en Île-de-France, mais finalement ils ont des bergers un peu partout et des troupeaux un peu partout. Donc ça commence à être une grosse structure effectivement. C'est-à-dire que l'image qu'on avait du berger qui restait 6 mois ou 3 mois en pleine montagne, ça demeure. Mais aujourd'hui, il y a peut-être une nouvelle vocation ou un nouveau aspect du travail. Parce que bon, j'imagine entre être berger pour être tranquille tout seul en pleine montagne et puis se retrouver avec 20 moutons au milieu, parce qu'il faut le dire aussi, au milieu des voitures, au milieu de tout ça, ça va être assez étonnant comme passage. Oui, j'imagine, oui, si c'est. Alors là, le berger qui est là, c'est un berger relativement jeune, donc je pense qu'il n'a pas connu. Bon, bah, il fera la montagne après, c'est pas grave. Pour l'instant, il va rester sur un peu plus bas, un peu plus dans la vallée, quoi. Oui, mais alors le rôle du berger, là, je vois dans l'éco-pâturage, en fait, il est très peu présent, en fait, hein, puisque les moutons sont vraiment en autarcie totale. Hein. Ils n'ont pas besoin de nous, hein, très honnêtement. Donc ils passent de temps en temps pour vérifier. Là, on a eu le Du moment bonheur. que la gamelle est pleine, enfin je plaisante, mais Oui, du moment qu'ils c'est ont ça. assez à manger. Voilà, il est venu pour vérifier la parcelle, si elle était bien clôturée, s'il y avait assez à manger, s'il n'y a pas des choses dangereuses pour Oui, les parce animaux. qu'il faut préciser pour celles et ceux qui souhaiteraient peut-être que leur ville ou d'autres prennent ce type d'initiative, c'est qu'il y a quand même à respecter un minimum, un cahier des charges. Oui, tout à fait. Donc la clôture, c'est le plus important. Il est nécessaire aussi d'avoir un abri et un point d'eau. Donc ça, c'est normal. Même si l'abri, nous, on en a plein. Et les abris ne sont pas utilisés par les moutons. Donc ça, c'est assez... Le berger m'avait prévenu. Il m'avait dit, non, on met un abri, mais ça servira à rien, puisqu'ils ont peur du loup. Et donc, ils préfèrent se mettre sous les arbres, sous des persistants, pour pouvoir fuir s'il y a un loup. Il n'y a pas de loup à Dordive. Mais en tout cas... Pour l'instant. Oui, pas pour l'instant. Non, je plaisante. Vous affole pas, vous inquiétez pas. Oh, oui, ça sera pas grave. Mais donc voilà. Donc il y a le plus important, c'est la clôture, l'abri et le point d'eau. Oui, c'est nécessaire, même si c'est pas utilisé. Alors, on va y aller progressivement. Donc ensuite, on a commencé à prendre contact, on se met en phase avec ce que souhaitent les habitants. Donc effectivement, faire en sorte qu'on puisse développer l'éco-pâturage à travers quelques petites bêtes à quatre pattes. Est-ce que, par exemple, comment on réfléchit la parcelle qui va être consacrée à cet éco-pâturage? Est-ce qu'il y a un choix particulier? Est-ce que, en fonction de quoi on fait un choix de telle ou telle parcelle? Alors, dans notre cas, nous, ça s'est fait relativement rapidement. En fait, la société Écobouton avait besoin de pâture, puisqu'ils ont 3000 moutons et l'hiver, l'herbe pousse beaucoup moins bien que l'été. Donc du coup, ils avaient vraiment besoin de pâture. Donc là, du coup, on a fait ça très rapidement. Donc on a choisi les terrains qui étaient déjà clôturés. Donc nous avons ce terrain au milieu des maisons. Nous avions un deuxième terrain qui était la base de loisirs de Dordive, qui devait accueillir des moutons. Malheureusement, là encore, les inondations ont empêché. Bien sûr. Donc, donc du coup, on s'est concentré sur un seul terrain. Après, c'est vrai qu'on a déjà identifié des terrains qui peuvent être très intéressants, notamment par rapport à l'impact sur les habitants. On a un terrain qui est juste en face de l'école. Donc là où les enfants attendent le soir, les parents attendent le soir avec les enfants. Donc c'est vrai que ça pourrait être très très intéressant d'en mettre ici. Voilà, mais après pour faire des animations, des ateliers pédagogiques, pas mal de choses. Donc dans ce terrain-là, pour moi, c'est un terrain propice. Alors en vous écoutant, Christian, avec les animaux qu'on a domestiques, est-ce que là aussi, dans l'information qu'on a à la population, j'imagine que si on a des chiens qui aiment les moutons, Oui. on fait attention. Est-ce que là aussi, il y a des dispositions particulières à prendre avec celles et ceux qui sont un peu le voisinage quand même? Oui, la principale, c'est la clôture. Voilà, à part ça, chacun est responsable de son animal, donc doit veiller à ce qu'il ne blesse pas les bêtes. On n'a pas eu ce problème, hein, nous, alors que les moutons sont en plein milieu des jardins, on n'a pas eu ce problème du tout. La disposition la plus importante à prendre, et ça c'est très agréable aussi, on boucle la boucle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désherber avec des pesticides encore sans Roundup dans son jardin. Si on en met en bord de clôture et que le mouton commence à manger de l'herbe avec des pesticides, voilà, ça créerait des maladies. Donc là, c'est
C'est une contre-indication qu'on a bien indiquée aux riverains. Donc, on est passé avec un petit flyer, on a mis la boîte aux lettres. Bien sûr. Voilà, des moutons arrivent chez vous, voilà, disposition à prendre. Alors c'est intéressant ce que vous dites là, parce que ça veut dire qu'on élargit le propos au-delà de l'aspect physique de voir ces animaux-là, de décliner cette démarche-là. C'est aussi de faire appel à la responsabilité des uns et des autres dans ces pratiques qu'on peut avoir ou qu'on a eues. Oui, tout à fait. Oui, c'est un levier pour faire prendre conscience que nos actes ont des conséquences donc sur la vie. Donc là, clairement, concrètement, sur un mouton, le Roundup qu'on peut mettre pour désherber, enfin que certains peuvent mettre pour désherber leur jardin, voilà, peut avoir une conséquence concrète sur un mouton. Alors je vous rappelle qu'on est avec Christian Monin, conseiller délégué au développement durable Agenda 21 à la ville de Dordives, et on évoque effectivement cette initiative prise depuis janvier, à savoir instaurer un éco-pâturage à travers quelques petites bêtes dans une des parcelles de la commune. On va poursuivre avec un petit peu de musique, et puis juste après on va continuer à décliner un peu comment ça se passe concrètement sur le terrain, notamment à Dordives. C2L. www.c2l-radio.fr Le MAG sur C2L. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Monin, conseiller délégué au développement durable Agenda 21 à la ville de Dordives, une ville de Dordives qui a initié fin janvier un processus d'éco-pâturage. On poursuit donc notre échange avec ce conseiller délégué au développement durable sur les différentes manières dont on arrive à cet éco-pâturage concrètement pour une commune comme la vôtre. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que il faut mettre en perspective bien sûr qu'il y a des hommes ou des femmes clés dans un dossier d'éco-pâturage. Là, on le citait en l'occurrence le berger. Précisément, justement, quel rôle il joue? Vous dites qu'on le voit pas souvent ou que les bêtes se débrouillent toutes seules. Il y a quand même s'occuper quand même de ces animaux-là, même si elles ont à manger 24 heures par jour. Non, je plaisante. Mais très honnêtement, en fait, il fait que passer de temps en temps. En gros, je crois que je vais plus sur la parcelle que lui, mais par intérêt, en fait. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'elles ont tout le temps à manger, donc elles se nourrissent à 100% d'herbe, pas de souci. Elles ont un abri, elles ont besoin de rien. C'est vrai que moi, je l'ai appelé un petit peu à la rescousse quand on a appris par les habitants qu'il y avait deux naissances. Alors l'agnelage, en plus, c'est un aspect assez étonnant parce que d'abord on doit vérifier, il doit y avoir un contrôle. Alors je ne sais pas si on fait ce qu'on appelle les agnelages qui permettent de regrouper tout en un, c'est-à-dire que parfois on peut avoir des semaines entre l'une et l'autre qui peuvent effectivement agneler. Là, comment ça s'est passé? Parce que j'ai vu que depuis, vous avez fait des petits, c'est ça? Oui, il y a deux naissances. Donc, on avait un troupeau de 17 moutons, il y en a 19. Donc, du coup, moi, j'ai appris ça. Donc, j'ai appelé le berger qui m'a dit, écoutez, je passerai, mais ne vous inquiétez pas, la brebis s'occupe de tout. Et effectivement, j'ai été les voir tout de suite, il n'y a aucun souci. Le bébé... Alors, le bébé, pour l'instant, il boit du lait. Oui, voilà. Progressivement, ça va être une prochaine tondeuse. Oui, je pense. Oui, ça va. D'accord. Donc maintenant, ils sont 19. Travailler les enfants. Ils sont 19 maintenant. Ils sont 19, oui, tout à fait. Justement, dans le choix qu'on avait fait, est-ce qu'on prend des mâles, des femelles en plus, en priorité? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut équilibrer les choses? Je sais pas. Alors là, dans le troupeau de 17 brebis, il y avait 17, non, et du coup, il y a 15 brebis et 2 béliers. Donc, pour assurer finalement la reproduction. Donc, effectivement, il y a 2 béliers dans le troupeau. Moi, on m'avait parlé d'agressivité du bélier, notamment quand il y avait des petits. J'imagine, ouais. Mais en fait, aucune. Enfin, du moins dans ce troupeau-là. C'est vrai que là, je suis au milieu du troupeau et pas très loin des agneaux. Et il n'y a pas de charge particulière. Bon, c'est la quiétude, ils mènent leur vie tranquillement, ces moutons ou ces brebis tranquillement dans leur espace. Alors, je disais tout à l'heure en préambule, je ne sais pas si c'est pas un aspect peut-être important, encore que je disais que la rentabilité économique n'est pas la première chose, mais bien sûr, on a bien compris le maintien ou la restauration du milieu tout en limitant les coûts de gestion. Précisément, quand on a ces moutons qui sont tout seuls dans leur aspect, est-ce qu'il y a eu, peut-être, je ne sais pas si c'était à votre charge, le grillage, etc., etc. Non, il existait déjà, donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Dans notre cas, à nous, le grillage était déjà existant, donc ça n'a pas entraîné de charge. Donc, du coup, concrètement, c'est vrai que pour les services, ça fait un peu moins de travail. Mais c'est difficile à quantifier pour l'instant. C'est extrêmement difficile à quantifier. D'accord. Ça peut se réduire à une tonte, peut-être un après-midi de travail. Effectivement, c'est pas l'objectif essentiel. Je pense que ça peut diminuer la charge de travail, notamment à certains pics
Parce que pendant les mois de, par exemple, mai, juin, l'herbe pousse beaucoup et en même temps il y a beaucoup de manifestations. Donc c'est souvent les mêmes services qui sont sollicités. Donc ça peut permettre de décréter des pics d'activité. Mais sinon, non, ça peut entraîner des réductions de coûts de gestion, mais pas énormément, je pense, sincèrement. Sans faire une fixette ou stéréotyper, on peut imaginer que parfois il peut y avoir des gens malveillants. Est-ce que par exemple on a eu à craindre des vols, comme ça arrive très souvent malheureusement? C'est une question qui a été posée. Est-ce que les moutons, on va nous les voler? Et comment ça se passera? Alors déjà, la race du mouton de Wesson, c'est un petit mouton et il est très très peu recherché. Hein. Il y a très peu de vols là-dessus. Au niveau de la commune, en passant par Écomouton, donc il y avait pas de responsabilité qui était recherchée au niveau de la commune s'il y avait un vol. Donc comme ça rassurait tout le monde. Le risque de fuite d'animal, par contre, était beaucoup plus inquiétant. Sachant que nous, on a des expériences avec l'éco-pâturage avec des vaches, où moi j'étais élu d'astreinte et je me suis retrouvé à chercher à qui étaient les vaches. Mais il faut les marquer, il faut les identifier, non, je plaisante. Donc la gendarmerie nous téléphone, nous demande voilà, les vaches à qui elles sont. Donc c'est vrai que on se demandait s'il y a 17 moutons qui courent dans la ville, comment on va gérer ça. Et en fait, là, c'est la société qui gère tout. Donc le berger est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, et donc du coup, se charge de tout. S'il y a une divulgation, et ben, c'est lui qui va les récupérer. Quel intérêt pour une société comme celle-ci, alors au-delà de la problématique environnementale je pense pas que c'est des philanthropes, ils ont besoin de vivre. Comment ça se passe justement Quel intérêt ils ont, eux, de mettre en... C'est des prestations payantes, en fait, du printemps à l'automne, donc pour des sociétés, pour les entreprises, pour des collectivités. C'est-à-dire que vous payez, entre guillemets, je dirais pas un loyer, mais... Oui, c'est ça en fait. Hein, D'accord. Ouais, sur une parcelle, c'est de l'ordre de... Enfin, nous, ça nous était proposé en payant. En prestation payante, si on le passait en prestation payante, ce serait 260 € par mois. Voilà. D'accord, donc, pour l'ensemble du cheptel. Voilà, oui, c'est vraiment le paiement à la parcelle. Nous, depuis qu'on est passé à l'éco-pâturage pour la ville, je sais qu'il y a des prestataires privés qui sont intéressés. Donc, notamment au Château du Mai, qui lui a des grands espaces en fait naturels et qui voulait une gestion écologique du milieu et qui est très 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 intéressé par cette prestation-là. Alors, je ne voudrais pas noircir le tableau avec vous, Christian Monin, mais il y a bien un moment ou un autre, quelques aspects peut-être un peu plus négatifs de cette expérience ou pas? Ben, très honnêtement, au point où on en est là, je ne vois aucun. Mais sincèrement, vraiment très sincèrement. C'est vrai que si des moutons se faisaient attaquer par des chiens, par exemple, c'est vrai que là, ça serait vraiment... voilà, ça marquerait un coup. Par contre, là, à ce jour, il n'y a que du positif. Mais vraiment très très sincèrement. Sur la gestion, moi j'avais été contacté par l'association des maires du Loiret qui me demandait s'il y avait des retours négatifs. Il n'y en a pas. La seule chose qu'il faut bien intégrer quand on doit gérer des espaces verts, c'est qu'un mouton, ça broute beaucoup moins vite que une tondeuse. Voilà, donc du coup, quelqu'un qui veut faire un lâcher de mouton pour j'imagine, je vois la scène effectivement. pour que dans la journée ça soit tendu, non, ça marche pas comme ça. C'est pas des 1, c'est pas où il passe Attila, la terre ne repousse plus, où il brûle. Non, bien sûr, voilà. J'ai bien compris. Voilà. Non, je notais parce que vous m'aviez fait une petite fiche où vous indiquiez par exemple le temps d'une tonte plus long qu'en entretien conventionnel. Voilà, c'est ce que je vous disais en fait. C'est-à-dire que en fait le fait qu'elle soit comme ça sur un terrain où elle n'est pas dans un espace, dans une bergerie, fait que ça amène un tout petit peu plus de contingence. Oui, ça prend plus de temps, quoi, tout simplement. D'accord, de toute façon, on va pas les tondre maintenant, là, il fait froid quand même, non? Non, je sais pas. Pour les moutons. Les moutons? Oui. Ah oui, pour les tondre? Oui, les tondre. Ah oui, les tondre, excusez-moi. Oui, mais non, c'est pas maintenant. La prestation de tonte, normalement, il me semble que c'était vers avril ou mai. Bon, bah ça va, donc on a un petit peu de temps. D'accord. Est-ce que justement, après cette expérience, parce que j'ai lu qu'au début vous étiez un peu dans l'expérimentation comme certains, je dois dire que bon, quand je parlais des forces et faiblesses, bon en l'occurrence on a essayé d'en pointer au moins une, mais bon on n'a pas réussi tellement. Mon idée c'est pas de vous convaincre qu'il y a que des points négatifs. Hein. Il y a eu des expériences quand même qui ont été tentées un peu partout, puisque je le disais en préambule, il y a de plus en plus de villes, y compris dans des milieux très très urbains, qui utilisent ce type de procédé. Je vous disais en antenne que moi j'ai toujours été un peu étonné, estomaqué, qu'on puisse de faire de l'éco-pâturage autour du périphérique.
Je me suis dit quand même, est-ce qu'ils ont prévu des bêtes spéciales qui peuvent avaler autant de monoxyde de carbone toute la journée, quoi. Oui, non, je pense pas que ça existe encore. Et c'est vrai que ça peut faire partie des fausses bonnes idées. C'est vrai qu'il faut aussi penser au bien-être animal. Et c'est vrai que le mettre vraiment en bord d'autoroute avec toutes les particules, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que parfois on est dans des pics de pollution où on n'a pas le droit d'utiliser sa voiture parce que justement on a du mal à respirer. Là, j'imagine que être du matin au soir, 24 heures sur 24, à 2 mètres parfois des véhicules, c'est... Oui, non, ça c'est pas... Non, je ne conseillerais pas ce genre de pratique. Heureusement, chez nous, on n'est pas dans ce, bien sûr, schéma-là. J'ai bien compris. Mais c'est vrai que, oui, au bord du périph', je ne vois pas l'intérêt. Alors, il y a des villes, notamment ici, notre studio est situé à Chalette-sur-Loing, qui a décidé un peu la même démarche. Alors, c'était peut-être avant ou après. En tout cas, c'est autour de la station d'épuration des Prés-Blonds que des animaux ont été installés. Et puis, peut-être qu'il y aura une extension, notamment dans le cadre de la municipalité de Chalette, qui, elle, s'inscrit dans un plan de gestion des zones humides. Il reste, bien sûr, pour eux à établir les terrains clos. La transition est toute faite. Est-ce qu'à partir de l'expérimentation ou de l'expérience que vous avez maintenant, l'idée d'étendre à d'autres endroits, d'autres parcelles de votre territoire? Ça serait une excellente chose, hein, sachant que le retour est effectivement très positif. Moi, je conseillerais à l'ensemble des collectivités ce mode de gestion. Pas sur toutes les parcelles, il faut vraiment choisir ces bonnes parcelles. L'important, c'est la clôture. Mais vraiment, c'est une expérience que je conseille à tous, effectivement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on peut être amené à trouver un compromis entre ce qui peut être la tondeuse versus mouton et la tonte qui reste traditionnelle dans beaucoup d'endroits. J'imagine qu'il ne faut pas choisir des endroits où effectivement il y a des gros passages de voitures, où c'est, encore une fois, c'est... Voilà, des gros passages de voitures, ou même des... Moi, c'est vrai que on a un quartier du côté de chez nous, où il y a un secteur pavillonnaire avec un espace vert entre les pavillons. Là, il faudrait tout clôturer, les gens perdraient l'usage finalement de cet espace vert. Donc, il faut bien penser l'endroit où on le met pour que ça ne nuise pas aussi à la vie, tout simplement, des habitants. Donc, le thermique, c'est pas automatique, mais l'éco-pâturage non plus. Voilà, faut vraiment bien choisir. Voilà. C'est-à-dire que mon idée, c'était de dire, parce que très souvent, quand on a des bonnes idées, on essaye de se dire, maintenant, c'est dans l'air du temps, donc il faut en mettre partout. Non, oui, la question n'est pas là. Voilà, faut bien choisir les lieux. Sincèrement, là, nous, le lieu qu'on a choisi pour l'expérimentation, c'était un lieu qui était très facile à mettre en œuvre. Par contre, son point négatif, c'est qu'il n'est pas très accessible pour les autres habitants. Très honnêtement, il faut choisir des lieux accessibles à la population, qui puissent tous en profiter. Donc ma question, c'était de savoir si vous êtes déjà en réflexion, de vous dire, il y a d'autres points qu'on a un peu identifiés à partir de l'expérience qu'on a vécue pour pouvoir étendre le procédé. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est la prairie des étangs. Donc, c'est une zone de loisirs, en fait, qui est entièrement close. Et il était déjà prévu cet hiver de mettre des moutons à l'intérieur. Malheureusement, avec les inondations, ça n'a pas été possible. Donc là, en fin d'année, on va l'étendre, notamment cet espace-là. Et moi, j'aimerais beaucoup investir le terrain en face de l'école. Voilà, donc ça, je pense que ça serait très, très justement, pertinent. en vous écoutant, je me disais, est-ce qu'on peut aussi joindre l'utile au pédagogique, c'est-à-dire de mettre aussi en perspective pour les plus jeunes générations un peu le sens de l'éco-pâturage, de leur faire découvrir ce qu'est un ovin, comment il mange, quel rapport il a avec l'homme, comment le berger intervient. Voilà. Vous avez prévu aussi ce type de alors choses? ça c'est quelque chose que je souhaite mettre en place. Ça passera. Alors par contre c'est des prestations payantes, donc ça passera par le vote du budget. Oui. Mais effectivement c'est quelque chose qui me semble très très intéressant. J'ai commencé à en parler un petit peu à certains enseignants qui étaient intéressés également. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place. Il y a tout un travail à faire qui peut se faire d'ailleurs avec la société Éco-Mouton, qui le fait d'ailleurs régulièrement avec des moments forts, le lâcher mouton, les naissances, la tonte du mouton et un petit travail pédagogique autour de ça. Voilà, ça me paraît très très important de le faire connaître auprès des plus jeunes générations. Alors le faire connaître auprès des plus jeunes générations, mais aussi peut-être aux autres villes voisines. Je ne sais pas si c'est un secret que je dévoile. Il y a une note qui a été rédigée pour l'Association des maires de France du Loiret, en ce qui concerne le Loiret, parce que c'est une association nationale et ensuite départementale,
qui vous ont posé quelques questions. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer que dans cette partie du territoire national, dans le Loiret, il y a d'autres villes qui, à partir de l'expérience de Dordy, voire de Chalette, vont s'inscrire dans ce type de procédé? J'espère que, effectivement, via la presse, via votre radio, ça donne des idées à d'autres collectivités ou d'autres habitants qui... Oui, justement, parce que là, on était sur le plan d'une collectivité ou peut-être d'une entreprise parfois qui dispose de terrain autour de leur lieu. Est-ce que, par exemple, ceux qui nous écoutent pourraient s'engager, s'ils ont effectivement là aussi une grande parcelle, un grand terrain, dans ce type de choses? Comment ils pourraient faire d'ailleurs si c'est possible? Oui, c'est possible. J'ai l'exemple d'une agent de la mairie qui m'expliquait qu'elle le fait chez elle. Elle a 4 moutons sur 2500 mètres carrés de terrain. Donc ça fait des années qu'elle a des moutons et qu'elle pratique les coupaturages chez elle. En fait. Elle s'engage à pas les manger, c'est ça? Non, oui, non, elle n'a jamais mangé. D'accord. D'accord. Donc oui, non, donc ça marche. Alors après, moi, quand je vois comment c'est agréable, sincèrement, à vivre et qui sont en autonomie totale. Après, pourquoi pas réinventer des choses, réinventer des systèmes entre habitants. On prend un petit troupeau de 4 moutons, par exemple. Et puis, ils pâturent un mois dans un jardin, et puis un autre mois dans un autre jardin, un troisième mois dans un jardin, et un contrat d'hivernage dans des espaces publics. Ça peut s'inventer. Je trouve que ça serait vraiment assez sympa. Ça pourrait créer du lien entre riverains. Ouais, très bien. Et voilà, ça éviterait le bruit de la tondeuse le dimanche, par exemple. Ouais, c'est pas mal. Et ils peuvent faire comment? Ils peuvent faire comme la mairie, c'est-à-dire s'adresser à une structure comme Éco... Alors, Éco-Mouton, il gère vraiment que les collectivités et les entreprises. C'est vraiment du gros. Là, c'est un système à inventer. Là, en fait, moi, au milieu des moutons, je trouve ça vraiment formidable. Vous allez devenir berger, ça continue. Faites attention. Peut-être. Une nouvelle vocation va naître. Où est née. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez sympathique. Et après, entre citoyens, on peut même s'organiser. Est-ce qu'on crée une structure associative? Tout à créer, je pense là-dessus, mais je pense qu'il y a une piste à creuser. En tout cas, je la creuserai. Bon, en tout cas, on va vous laisser sur la piste à creuser. En tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent en savoir un peu plus dans ce domaine, ils regardent un peu comment on fait à Dordives et puis dans d'autres endroits. Puis si éventuellement ils veulent élargir leur propos à leur parcelle, ils essayent d'inventer, comme vous avez dit. Et c'est pas mal, en fait, aussi dans un quartier, de pouvoir effectivement créer de l'en commun autour du mouton. Oui. Ça pourrait être très intéressant. Moi, je vois qu'autour de chez nous, à Dordives, on a quelques maisons secondaires, en fait. Donc, c'est clairement des parcelles de rêve pour les moutons. Donc, on pourrait faire naviguer les moutons d'une parcelle à une autre sur des terrains en continuité. Ça pourrait être vraiment très sympa. Bon, en tout cas, merci d'être passé nous voir. Je rappelle, Christian Monin, que vous êtes conseiller délégué au développement durable, agenda 21 à la ville de Dordives, que cette ville a introduit l'éco-pâturage fin janvier et qu'elle est satisfaite de l'opération pour le moment et qu'elle va très certainement l'étendre dans quelques temps à d'autres endroits de la ville. Merci en tout cas d'être venu nous parler d'un aspect peut-être que vous ne connaissiez pas trop avant, avec beaucoup de passion et beaucoup de respect pour nos chers petits ovins. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci à vous. Et puis bon courage. Allez, ce pas, on va pas aller...